Bon bah bonne année. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fameuse vidéo annuelle récap des films 2024. Je sais que vous l'attendiez pour certains en tout cas. Ça fait quelques jours que vous me commencez à me rabattre les oreilles à savoir quand est-ce que la vidéo sort. Voilà, vous êtes servis. Alors ça a été une année assez riche en termes de cinéma, notamment du côté du cinéma français, vous allez le voir, mais aussi ailleurs. Bref, on va développer ça un peu après. Tout d'abord, comme chaque année, vous connaissez le rituel maintenant. Petit point stat sur cette année 2024. Alors par rapport à l'année dernière, on est sur une hausse significative des films vus, puisque l'année dernière on tournait aux alentours du 80-90 films à peu près vus. Là cette année, on a mis un peu les bouchées doubles, puisque cette année j'ai vu 115 films, ce qui représente à peu près 200 heures vues, soit 9,6 films par mois et 2,2 films par semaine. Voilà, histoire de tenir les comptes. Et par rapport à l'année dernière, on est quand même sur des données qui sont un peu plus hautes. Cette année, j'ai vu des films qui sont vraiment sortis en 2024, et encore 38, c'est une estimation parce que Letterboxd se base sur les sorties des États-Unis, et nous en France, parfois, on a un peu de retard. Donc c'est pour ça, donc c'est une estimation à vue de nez comme ça, je dirais qu'il y a à peu près on doit être proche d'une cinquantaine de films, on va dire, qui sont sortis en 2024. Et j'ai trouvé voilà, que par rapport aux années précédentes, c'était quand même, on va dire, un peu plus que les années précédentes. Mais cette année surtout, j'ai retrouvé, on va dire, doucement mais sûrement, l'habitude de retourner en salle. C'est vrai que par rapport à l'année 2023 ou même 2022, c'est vrai que j'allais moins en salle, j'avais quand même un peu plus tendance à rester chez moi et regarder ça sur mon canapé. Mais cette année, j'ai quand même pris l'initiative de me déplacer en salle. Ça m'a permis d'aller voir des films dont j'avais pas forcément l'habitude de voir. Alors oui et non, parce que je reste quand même quelqu'un d'assez curieux, mais tout de même, ça a rajouté quand même quelque chose, je trouve, par rapport aux années précédentes. Bref, trêve de bavardage, on s'attaque tout de suite à ce récap des films de 2024. Et on commence tout de suite avec une des plus grosses sorties, on va dire, de cette année 2024, en tout cas pour le début 2024, c'est May December de Todd Haynes, voilà, qui est sorti en 2024, fin janvier, en tout cas en France. Alors il faut avouer que c'est quand même une assez grosse déception. J'avais vu les premières images du film sur les réseaux sociaux, ça m'avait donné plus ou moins envie, et finalement, c'est retombé vachement à plat. Le duo Kidman et Julianne Moore, moi franchement m'avait, on va dire, assez séduit. Et non. Alors à mes yeux, c'est un film qui est quand même assez froid, assez insipide, et ça manque de profondeur. Pour vous resituer un peu le contexte du film, c'est basé sur de faits réels, puisqu'il revient sur une affaire qui avait fait scandale aux États-Unis dans les années 90, il me semble. Mais December, déjà pour vous donner toutes les clés, c'est une expression anglaise qu'on donne pour les couples qui ont une différence d'âge assez significative. On met ça à peu près à partir d'une dizaine d'années. Donc déjà, vous savez de quoi ça parle, d'une relation où le mec va être un peu plus jeune, enfin, beaucoup plus jeune que la femme. Moi, je trouve que ça manque de profondeur. On survole un peu le sujet, même si on rentre dans une certaine intimité du couple, etc. Je trouve que voilà, ça manque légèrement, enfin légèrement, ça manque de profondeur. Honnêtement, on va pas assez dans les choses, et je trouve que le message n'est pas assez explicite. On nous laisse un peu dans le vague, c'est à nous de trier par rapport à ce qu'on nous donne, et voilà, ça fonctionne pas selon moi, ça fonctionne pas. Alors, on est vraiment dans un rythme qui est
très très lent. Et honnêtement, c'est même limite lent pour rien. Vraiment. C'est vraiment lent pour rien à certains moments. Et en plus, on est sur alors, un des points positifs du film, s'il y en a, c'est qu'on est quand même sur une version qui est non dramatisée de cette affaire-là. C'est-à-dire que Todd Haynes a quand même eu le parti pris de pas reprendre justement tout ce que la presse à scandale avait pu dire sur cette affaire à cette époque-là. Là, on est quand même on a pris suffisamment de recul de manière à pouvoir en parler, on va dire, correctement et sans forcément impacter les personnes concernées. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Alors selon moi, l'acteur qui joue le rôle de Joe porte honnêtement le film à bout de bras, parce que c'est pas très bon selon moi. C'est le seul qui prend toute la lumière à l'écran. Parce que on a quand même deux mastodontes, on va dire, du cinéma à côté. On a Julianne Moore et on a Nathalie Portman. Nathalie Portman, je l'ai trouvée honnêtement ultra mécanique dans le fait dans les dialogues, dans sa manière de jouer, dans sa manière d'interpréter, je l'ai trouvé beaucoup trop mécanique. C'est pour ça que ça m'a renvoyé une espèce de froideur, voilà, c'était insipide froid. Donc honnêtement, selon moi, c'est 1h50 où ça brasse du vent, voilà. Et l'intrigue, entre guillemets, n'avance pas des masses. Ça reste un film qui est visuellement parfait. Il n'y a rien à redire sur la photographie, sur la construction des plans, sur le montage, etc. Franchement, voilà. Mais bon, je le conseille pas forcément à tout le monde. C'est un public, on va dire, averti, entre gros guillemets. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 2 sur 5. J'ai été impitoyable cette année sur les notes. Bref, n'hésitez pas. Si ça peut vous tenter, allez-y. Mais bon, faudra pas venir me chercher des noises derrière. Alors le prochain film, c'est certainement une des plus grosses attentes, entre guillemets, pour certains, de cette fin d'année 2024. Vous me voyez venir, Nosferatu de Robert Eggers, qui est sorti en 2024 aussi. J'avais pas des attentes sur ce film-là, très honnêtement, je l'attendais pas du tout. J'avais vu justement quelques images du film passer sur les réseaux sociaux, encore une fois. Et honnêtement, j'y allais un peu à reculons. On m'a proposé d'aller le voir, j'ai dit oui gentiment. Et honnêtement, on est sur quelque chose d'assez moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Alors déjà, je partais avec une espèce de petit handicap, c'est que je n'ai pas vu du coup l'œuvre originale de Murnau, et je n'ai pas vu du coup celui de Herzog qui est sorti en 79 de mémoire. Donc déjà, j'étais, on va dire, un peu étranger à l'univers, même si j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai été assez étranger à cette œuvre-là qui est emblématique du cinéma. Sur l'aspect technique, on est sur... j'ai trouvé que les mouvements de caméra étaient quand même beaucoup trop mécaniques et que ça brisait un peu la mise en scène. Je pense que, à mon avis, Eggers a utilisé des macros de manière à pouvoir recréer, entre guillemets, à l'infini, les mêmes mouvements de caméra. Et du coup, à l'écran, c'est vrai qu'il y a sur certains plans où ça se voit. Ça se voit et c'est pas très beau. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas réussi à passer outre. Alors, au niveau du scénario, il va falloir m'expliquer le lien entre les vampires et tout l'aspect autour du démon, du diable, etc. Honnêtement, je n'ai pas compris ce que ça foutait ici. Ça veut dire qu'on nous rabâche pendant un bon tiers du film le rapport entre Nosferatu et les démons, le diable. Honnêtement, pour ne pas avoir vu l'œuvre originale, et je pense que vous allez pouvoir m'aiguiller dans les commentaires, même pour en avoir parlé avec des gens qui avaient vu l'œuvre originale, non, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris ce que ça foutait là. Alors peut-être que c'est un sous-entendu de la part du réalisateur, mais honnêtement, je ne vois pas ce que ça fout là.
Et c'est surtout le fait de nous le rabâcher vraiment sur un tiers du film. Je ne comprends pas. Bon, le pire, ça reste quand même les scènes absolument grotesques de possession, de cons. Hein, les scènes avec Lily Rose Depp qui est en train de se faire posséder. Honnêtement, bon... Ah, ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a énervé de la voir avec les yeux révulsés, etc., de cracher du sang comme ça. En fait, c'est ultra convenu, c'est ultra conventionnel. On a vu ça partout, ça révolutionne rien. Je veux dire, non. Honnêtement, j'ai trouvé ça, mais nul à chier. Et puis, bon, les gros clins d'œil à l'exorciste aussi, enfin, non, c'est nul. Non, je comprends pas, là, encore. Et encore, le pire, ça reste quand même les jumpscares toutes les 2 minutes. Frère, c'est bon. Essaye de trouver autre chose pour nous faire peur. C'est insupportable d'essayer de nous faire sursauter de nos sièges en nous faisant boum. T'as eu peur. Non, faut vraiment arrêter avec ça. Faut essayer de jouer sur autre chose pour nous faire peur, etc. Mais les jumpscares, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors, je parlais il y a quelques minutes de Lily Rose Depp, mais honnêtement, il y a une espèce de surjeu qui est ambiant, vraiment. Alors, certains diront que c'est une mise en scène, une direction d'acteur qui est théâtrale, machin. Non, c'est insupportable. C'est le moindre truc, on dirait que ça en fait une montagne. Non, c'est horrible. Le seul qui arrive à être juste, et qui sauve, entre guillemets, le naufrage, c'est William Dafoe, qui est en fait William Dafoe. Je veux dire, ce mec-là, je l'aime beaucoup. C'est un acteur qui me tient énormément à cœur. Et là, c'est le seul qui reste, on va dire, dans le truc. C'est le seul qui reste dans le truc. Et on dirait que tout le monde est à côté de la plaque à côté. Puis bon, 2h10 de film, honnêtement, on les sent passer. Vraiment, pendant la séance, il y a quelques fois où je me suis dit, bon, est-ce que je sors mon téléphone pour regarder l'heure qu'il est, ou j'attends encore un peu? Et je me suis dit au moins 5 ou 6 fois pendant le film. Hein. Vraiment. Et vraiment, ouais, 2h10 où, waouh, on les sent quand même bien passer, les 2h10. Bref, comme je le disais tout à l'heure, impitoyable, 2 sur 5. Pas plus. Vraiment, j'ai pas trouvé ça très bien. Voire même bien. Mais j'ai pas trouvé ça à chier non plus. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment mid. C'est vraiment moyen. Alors on enchaîne avec Le Règne animal, sorti en 2023. Alors je l'ai vu début d'année 2024, puisque je me suis fait un petit rattrapage pour les Césars. Et honnêtement, je n'ai pas compris les retours qui ont été faits sur le film. Vraiment, c'est ça que vous appelez le renouveau du cinéma français, vraiment. Parce que là, ce que j'ai constaté avec Le Règne animal, c'est juste une espèce de blockbusterisation des productions françaises. Hein, c'est ce qu'on voit, par exemple, cette année, on l'a vu avec Le Comte de Monte-Cristo, bref. Mais juste, c'est exactement ce que les États-Unis font, et vous voulez qu'on importe ça en France. Je veux dire, le cinéma français est tellement singulier, je trouve, que il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Alors, honnêtement, c'est énormément de poudre aux yeux pour un film qui est ultra convenu. Tant bien dans la narration que le jeu des acteurs. Hein, c'est exactement ce qui se fait aux États-Unis. Encore une fois, on retrouve le très mauvais Romain Duris. Il faut arrêter de donner des films à ce mec-là, par pitié. Alors c'est surtout le film qui a mis sur le devant de la scène, entre gros guillemets, parce que bon, il y a de la famille dans le cinéma quand même. C'est le film qui a permis de mettre sur le devant de la scène Paul Kircher, qui honnêtement nous a éblouis avec sa prestation digne de Walter Jr. dans Breaking Bad. Non, vraiment, ce perso de débile. Non, c'est bon. Alors le film est ridicule. Vraiment, à certains moments, il y a des plans qui sont tellement aléatoires, j'ai pas compris ce que ça foutait là. Mais c'est surtout qu'on a un étalonnage qui est assez chaud, sur des couleurs qui sont assez chaudes, et finalement, on a tout l'inverse dans le jeu d'acteur. On a une performance qui est glaciale,
Et puis bon, autant vous dire que la neige, quand ça fond au soleil, ça fait une bouillie dégueulasse. Bah, c'est un peu le résumé du film. Bon, après, voilà, moi je salue l'initiative de faire des films de genre, mais bon, il faut au moins qu'ils soient bons, ces films-là. C'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5, la triplette, une belle brochette de films moyens. Voilà. Moi, honnêtement, de voir cette espèce voilà, de blockbusterisation euh, des films français, honnêtement, on n'a vraiment pas besoin de ça. Vraiment. Bon, je vous rassure, cette année, j'ai pas vu forcément que des films très moyens. Il y a aussi de très bonnes surprises, et en voici une, l'histoire de Suleiman, qui est honnêtement un film que je n'attendais pas. Dans le sens où je ne m'attendais pas à le voir, et je n'avais quasiment pas entendu parler du film avant sa sortie. Et c'est avec le bouche à oreille, les retours qui ont été faits, que je me suis décidé à aller le voir. Et honnêtement, je ne regrette pas, puisque j'ai été le voir en salle en plus. Et ce film, il est waouh! Alors pour vous remettre un peu dans le contexte du film, c'est un film qui est inspiré de faits réels. On suit Suleiman qui est un livreur Deliveroo, Uber, bref, vous avez vu le truc, et qui est en fait un immigré de la Guinée équatoriale, si je ne dis pas de bêtises, et qui est venu travailler en France de manière à pouvoir gagner de l'argent et à soigner notamment sa mère qui est malade. Et justement, on le suit dans son processus de naturalisation pour obtenir du coup la nationalité française. Alors déjà le premier point à aborder, et c'est ce que j'ai vu un peu à droite à gauche, honnêtement dire que c'est fidèle à la réalité, c'est voir le film un peu de manière bourgeoise, dans le sens où on n'a pas vécu forcément ce genre de situation. Moi je ne l'ai pas vécu, vous peut-être pas, hein, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, mais vous ne l'avez peut-être pas vécu. Donc dire que voilà, c'est fidèle à la réalité d'un livreur, bon, on n'en sait rien. C'est voir ça un peu d'un œil bourgeois. C'est un film qui est à couper le souffle. Vraiment, on est tenu en haleine du début jusqu'à la fin. On n'est pas dans du tire-larme qui est, on va dire, assez évident dans certains film français du même genre. Honnêtement, c'est un film à regarder de toute urgence, puisque voilà, c'est vraiment une des meilleures découvertes de cette année, un des meilleurs films en tout cas que j'ai vu cette année. Je vous le conseille, j'ai mis 4 sur 5. Alors on continue avec Cucou, ou Coucou en français, de Tillman Singer, si je ne fais pas d'erreur. Bon bah écoutez, moi j'avais énormément d'attentes autour du film. Moi dès les toutes premières images, dès l'annonce de la sortie du film, bon, j'étais assez curieux. Pourtant, bah, j'ai été assez comblé, mais pas trop non plus. J'avais détesté absolument le premier film du Réal, ce qui était vraiment une purge. Mais honnêtement, là, force est de constater que c'est une réal qui est vraiment très propre. Ça propose des choses qui sont assez novatrices, mais qui garde quand même une espèce de fibre, qui garde quand même les codes du cinéma d'horreur. Voilà, ça révolutionne pas, mais ça propose quand même des choses. Hunter Schafer est honnêtement incroyable. Honnêtement, elle arrive à faire une transition entre son rôle d'Euphoria pour un passage au cinéma, et honnêtement, c'est extrêmement réussi, et on est pris vraiment dans le film, hein. Le point d'orgue du film reste quand même la dernière séquence, vous vous en doutez, qui est, honnêtement, je trouve ça assez ouf. Alors le scénario pêche quand même un peu, selon moi, le fait d'intégrer dans l'intrigue un labo qui fait des expériences sur des humains, machin. Bon, c'est une pirouette scénaristique qui est quand même assez simple, mais c'est surtout, selon moi, une espèce de fourre-tout pour essayer de raccrocher les wagons d'une histoire qui est un peu bancale. Bon, voilà, c'est du cache-misère, selon moi. Mais bon, ça reste quand même
moins pire que certains films qui utilisent les mêmes bases scénaristiques, donc ça va, il s'en sort pas trop mal. Toujours dans le scénario, Singer il laisse volontairement, on va dire, des zones d'ombre, de manière à ce qu'on puisse tirer nos propres conclusions, sauf que là aussi c'est trop facile de nous jeter tout à la figure, et ensuite de dire, bon bah c'est à vous spectateurs de tirer vos propres conclusions. Bah non, parce que jouer sur implicite, voilà, c'est une chose. Mais ne pas expliquer vraiment des points clés de ton scénario, non, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il n'y a pas besoin non plus de tomber dans une espèce de surexplication, mais bon, de nous laisser quand même quelques pistes. Ça aurait pu quand même rajouter quelque chose au film. Parce que finalement, à la fin du film, on se dit, bon, ça se termine comme ça, d'accord. Et du coup, ça, j'ai pas très bien compris, et puis ça non plus, et puis ça non plus, et puis ça non plus. Donc, ça nous donne quand même une espèce d'arrière-goût qui est pas forcément très bon. Et encore une fois, il faut arrêter avec les jumpscares. Bordel, c'est vraiment ringardland les jumpscares, il faut arrêter. Pitié. J'ai quand même passé un très bon moment, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça faisait quand même partie de mes plus grosses attentes de cette année, et c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5, qui est quand même, on va dire, une note qui est, bon, pas trop mal. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Bon, maintenant on va parler de Changers. Alors c'est sûr, c'est un film qui laisse pas indifférent. C'est sûr. Mais honnêtement, bon, c'est vraiment un film de gosse, de gosse d'hyperactif en fait. Ça s'arrête jamais, c'est insupportable. Alors la BO est plutôt bonne, ça c'est sûr. Mais honnêtement, l'entendre à tout bout de champ, au point même où ça dessert certaines scènes, c'est gavant, honnêtement c'est gavant. Et honnêtement, il y a quasiment aucune scène sans bande sonore, ou alors il y en a certaines, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Les plans, c'est le Gerbotron 3000, à donf, vraiment. J'avais envie de dégueuler pendant une bonne partie du film. Bon, j'exagère un peu, mais ça bouge tout le temps, c'est dans tous les sens. Vraiment, ça donne envie de dégueuler. Je parle même pas des slow motion, parce que là, voilà, sinon j'en ai encore pour 3 heures. Le split screen de la fin, pareil, j'en parle même pas, mais honnêtement, c'est une des plus grandes farces du cinéma. Mais le plus gros point faible, vraiment le plus gros point faible du film, c'est quand même les flashbacks. Je veux dire, les flashbacks toutes les 10 minutes, on nous prend vraiment pour des cons, on nous prend vraiment pour des vieillards qui ont Alzheimer. Je veux dire, on n'est pas capable de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 20 minutes. Honnêtement, c'est pareil, c'est insupportable. De nous prendre pour des cons comme ça. Pareil, vous croyez vraiment qu'on n'allait pas voir les balles de tennis en CGI, là ? Parce que vraiment, ça se voit à 3000. Un fusil de Tchekhov plutôt bon, comme quoi, voilà, on n'est pas non plus aussi débile que ça. Mais bon, voilà, c'est assez mid, c'est vraiment un film de survolté. Vraiment, c'est un film de coquet. Alors après, quand même, j'ai été quand même agréablement surpris. Serait-ce enfin le premier film de Zendaya où elle est à peu près convaincante? Je dis bien à peu près. Bon, je grossis un peu le trait, mais vraiment, l'aspect général du film, c'est vraiment la dégueulerie. Voilà. Point final. J'ai mis 2,5 sur 5. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Bref, c'est au milieu, quoi. Comme le reste, quoi. C'est pas révolutionnaire, c'est pas bon. Voilà, bref. On passe sur un film que j'ai adoré cette année. Ça a été une de mes plus bonnes surprises. Parce que honnêtement, je n'y attendais rien. Je n'avais même pas entendu parler du film. Et puis je me suis pris le truc en pleine gueule. Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Et honnêtement, c'est un des films les plus glaçants que j'ai pu voir de toute ma vie. Voire même un des films qui m'a vraiment fait peur premier degré. Honnêtement, j'ai vu des films d'horreur, des thrillers psychologiques, etc. C'est le premier où j'ai vraiment failli me chier dessus. Honnêtement, c'est puissant, c'est effrayant et ça n'en fait pas trop. On n'est pas sur de la surenchère visuelle, scénaristique, même dans le jeu d'acteur, etc. On n'est pas sur de la surenchère.
ça n'en fait pas trop, et ça fonctionne très bien comme ça. La première partie est quand même assez inintéressante, mais c'est excusable, puisqu'on nous plante le décor, ça prend son temps, mais honnêtement, une fois que ça démarre, eh ben ça y va crescendo, vraiment. L'apothéose quand même, c'est la scène dans le tribunal, tout en sachant que le signe, pour ceux qui ont vu le film, le signe de la main du personnage de Ludovic Chevalier, ça a été improvisé. Donc on s'attendait pas forcément sur le tournage au rendu que ça allait donner. Et honnêtement, ça c'est fou parce que ça, juste ce signe de la main, ça fout une ambiance, mais une dimension au film tellement froide que honnêtement j'en ai eu des frissons. C'est une des premières fois que ça m'arrive, j'en ai eu des frissons. C'est fou. Donc honnêtement, si vous aimez justement les thrillers psychologiques, les films d'horreur, alors là on n'est pas non plus dans le film d'horreur, mais dans cet univers-là, honnêtement, je vous le conseille 10 000 fois vraiment, je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. J'ai mis 4 sur 5, en tout cas, parce que voilà, il y a eu des choses qui m'ont moins plu, voilà, comme je le disais, la première partie, qui était un peu lente à mon goût, le temps que ça s'installe, etc., ça m'a légèrement sorti du film, mais une fois que tout ça a été mis en place, c'est l'extase, honnêtement. Regardez-le, je sais que aux dernières nouvelles, il est dispo sur Canal, il me semble. Donc honnêtement, foncez-y, vraiment. On attaque du très très lourd, puisqu'on va parler de Trappe de Shyamalan. On est plus proche de Shyasmalan. C'est nul. Alors, bon, on est sur la lignée des films vraiment moyens, et là, honnêtement, on est sur vraiment la partie très basse de moyens. Vraiment. C'est vraiment très basse. Alors, honnêtement, je partais avec cette idée que c'était vraiment à chier, et finalement, j'ai été quand même assez surpris sur certaines scènes où j'ai réussi à être limite sous pression, mais c'est vraiment le seul point positif. Allez, est-ce que vous êtes prêts à monter à bord du train du caca? C'est parti. Alors, le surjeu frise complètement la parodie. Ça crève les yeux. Les mouvements de caméra qui semblent être automatiques. Je parlais tout à l'heure de Macro avec Robert Eggers là. Pareil. Le scénario totalement téléphoné qui peut honnêtement prétendre à des actions chez SFR. Avec cette histoire du mec qui arrive toujours à s'en sortir, blablabla. Bref, bon, la BO est pas si dingue que ça, hein, j'ai vu certains en faire des caisses, même si, bon, Shyamalan a quand même eu un peu le pif de choisir une de ses filles les plus talentueuses, toute proportion gardée, on en reparlera après. De toute façon, le film commence à devenir n'importe quoi à partir du moment où on sort de la salle de concert. C'est vraiment... c'est la foire à la saucisse, honnêtement, ça part dans tous les sens, ça ne raconte quasiment plus rien en fait. Pareil, il y a un personnage du film donc qui est une profileuse. On passe tout le film à nous expliquer comme quoi c'est une meuf expérimentée, que honnêtement, voilà, elle a beaucoup d'expérience, super forte, machin. Et en fait, la plupart des scènes la rend ridicule. Alors que honnêtement, le tueur lui file entre les doigts pendant tout le film. J'ai pas compris. Trappe n'est finalement que le fils illégitime entre Arsène Lupin et Michel Fourniret, voilà, dont il a hérité du meilleur ou du pire de chacun. C'est à eux de faire les conclusions. Bon bah 2 sur 5. 2 sur 5 parce que... et honnêtement, j'ai été très gentil avec le film. J'aurais pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, être impitoyable, mais bon, voilà, j'ai quand même été pris dans certaines scènes, voilà, je l'avoue. Donc, voilà, pas plus de 2 sur 5, ça ne vaut pas plus. Alors, dans la famille Shyamalan, je voudrais l'autre fille. On parle tout de suite de The Watchers. Quel ennui. Honnêtement, quel ennui, quelle perte de temps colossale, sérieusement. Alors oui, c'est un peu tapis de taper sur le film, mais là, il le mérite entièrement, vraiment. Là, faut lui démonter sa race au film. Alors, c'est rythmé avec le cul, c'est long pour rien, l'intrigue avance
absolument pas, ou alors très peu. La partie est beaucoup trop longue, surexpliquée, enfin, on nous développe tout le lore autour des fées, parce que c'est comme ça que s'appellent les créatures, les fées. C'était pas nécessaire, parce qu'en fait, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle toute l'histoire autour du truc. Tout le monde s'en branle. Vu que les chiens font pas des chats, on se retrouve avec un super plot twist en plein milieu du film, hein, avec le bunker qui est caché sous le tapis. Oui, je spoil, je m'en branle. De toute façon, je vous fais gagner du temps. Dites-vous que là, c'est bénéfique pour vous. Je vous donne de l'espérance de vie en plus. Puis bon, la CGI qui est ignoble, vraiment, le dernier plan du film, c'est vraiment... Ça trace la lignée des Shyamalan. Les cliffhangers pourraves qui donnent même pas une demi-molle. Pitié, arrêtez. Alors c'est un premier film qui ne présage rien de bon. Mais alors vraiment rien de bon. Ne le regardez pas, c'est à fuir. Vous gagnez du temps avec mon explication. Vraiment, vous avez certainement mieux à faire. 1 sur 5. Et encore, voilà. J'ai été vraiment très indulgent. Alors tout à l'heure, je parlais de bonnes découvertes, et ben on continue, puisque là, c'est Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. C'est un film qui est absolument extraordinaire. Alors oui, je sais, c'est un film qui est un peu vieux, ce n'est pas sorti en 2024. C'est un des rôles de Mark Wahlberg qui est le plus impressionnant. Vraiment. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais là, il est incroyable. On n'est absolument pas dans le sensationnalisme qui pourrait être évident vu le terme, hein, vu qu'on parle de porno. Mention spéciale pour Philippe Seymour Hoffman, qui doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches, qui a un rôle qui ne tombe pas dans la caricature, qui pourtant dans l'époque était monnaie commune quand même. La réal est parfaite, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de cette année. Même si c'est 2h30 de film, ça peut rebuter, mais il faut vraiment passer outre hein, et voir ce film parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. J'ai mis évidemment la note suprême de 5 sur 5. Foncez-y. Vraiment, foncez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Là, on va redescendre très vite dans du mauvais, puisque je ne vais pas parler d'un film, mais de 2 films du même réalisateur, Quentin Dupieux, qui a sorti cette année Dali au mois de février, et avant le Festival de Cannes, le deuxième acte. Et honnêtement, quelle année décevante! Oh là là! Alors vous le savez, vous l'avez vu depuis maintenant quelques années, j'ai quand même créé une espèce de lien affectif avec les productions, avec les films de Dupieux. Mais là, il faut vraiment passer à autre chose. Alors pourtant, Dali, je vous l'avais dit, l'année dernière, c'était pas un film que j'attendais. Je l'attendais moyennement, j'avais vu les premières images, ça m'avait pas trop plu. Je me suis dit, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Bon, j'y vais. J'aurais pas dû. Avec Dali, Dupieux revient vraiment à ses premiers amours. Ça, c'est indéniable, mais il revient surtout après Yannick. Et là, il avait mis quand même la barre très très haute. Et là, on se retrouve avec un film, bon, c'est évidemment ce qu'il sait faire, puisqu'on est dans du surréalisme, dans de l'absurde, etc. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, on suit donc Salvador Dali, le peintre, sauf que Dali n'est pas joué par un seul acteur, mais par 6 acteurs différents. Ces 6 acteurs jouent Dali dans différents moments de sa vie. Et donc le casting pour jouer Salvador Dali, il y avait Gilles Lelouch, il y avait Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, il y avait Didier Lallemand. Salut, c'est Paul du montage, je fais juste cette petite incise pour vous préciser un truc parce que j'ai dit une connerie. Ça, c'est Didier Lallemand et ça, c'est Didier Flamand. Voilà, ça n'a rien à voir entre les deux, c'était juste histoire de rectifier le tir. Voilà. Alors au niveau du casting, justement, Lelouch, c'est celui qui s'en rapproche le plus physiquement. Jonathan Cohen, c'est au niveau de la voix que ça s'y rapproche. Édouard Baird,
c'est sur la gestuelle. Pio Marmaille, on ne sait pas ce qu'il fout là, il est complètement à côté de la plaque. Et Didier Flamand, bon, il reste convaincant au vu du peu de scènes où il apparaît. Celle sans qui vraiment le film aurait été une immense merde, c'est Anaïs de Mossier, hein, qui, à travers son personnage, est une Dupieux dans l'âme, hein, ce qui prouve que le film est beaucoup plus personnel qu'on peut le croire. C'est honnêtement elle qui sauve le navire du naufrage. Bon, et puis bon, la blague sur les violences sexuelles et sexistes... j'ai pas les mots, honnêtement, j'ai pas les mots. Dupieux essaye de s'en défendre en disant bon, voilà, c'était une autre époque, voilà, Coluche, des proches, machin, il sera en prison, bref. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme excuse, ça marche pas parce que, en fait, il n'y a pas de marqueur temporel diégétique. Alors, la formule est peut-être un peu pompeuse et un peu bancale, mais on nous donne pas réellement l'année, un mois, une année ou quoi que ce soit à l'intérieur du film. Donc finalement, on se dit, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que ça date d'il y a 50 ans? Est-ce que ça date d'il y a 40, d'il y a 30? Enfin bref, du coup, sa défense tombe un peu à plat. Alors c'est pas un biopic, entre guillemets, glorifiant à l'égard de Dali, mais bon, on sent quand même que ça le caresse bien dans le sens du poil. On omet complètement, par exemple, de parler du fait que Dali était un soutien du régime de Franco, ou alors de celui d'Hitler. Parce que oui, ça vous le savez pas, mais il l'a bien prouvé, il l'a bien expliqué dans certaines interviews, comme quoi il donnait son soutien à Franco ou à Hitler. Dupieux conclut son film en nous expliquant que Dali est mort et qu'il réside tout de même, voilà, dans chacun d'entre nous, mais c'est surtout chez Dupieux, en fait, qu'il réside. Bref, ne perdez pas votre temps, parce que honnêtement, vous allez en sortir plus que déçu. J'enchaîne tout de suite avec le deuxième acte. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, c'est vraiment prendre les gens pour des énormes connards. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et c'est surtout une perte de neurones. L'espèce de mise en abîme que Dupieux, voilà, cherche à produire ne fonctionne absolument pas, puisque les acteurs du film jouent des acteurs dans un film et font exprès de mal jouer, non, ça prend pas, ça ne fonctionne pas. Alors, autant sur Dali, il ronge le surréalisme à fond, autant là, il essaye juste d'être une espèce de Buñuel, mais version Tému, quoi. C'est une contrefaçon. Alors, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, le constat est assez affligeant. Honnêtement, un conseil pour toi, Quentin, si tu vois cette vidéo, ce qui est certainement pas le cas, concentre-toi sur un film, concentre-toi sur un seul film, et reviens d'ici, allez, je sais pas, moi, 2-3 ans, voilà, et fais-nous au moins un bon film. On ne demande pas de faire Yannick 2, on ne demande pas de refaire Steak, ou bref, mais fais-nous un bon film, parce que là, les deux ont été catastrophique. Bon, Dali, c'est un 2 sur 5, et puis le deuxième acte, c'est un 1 sur 5, et honnêtement, là aussi, hein, j'ai été très indulgent, parce que le deuxième acte, il mérite vraiment 0,5. Alors, le prochain film, c'est Beetlejuice, la suite du premier, réalisé par Tim Burton, vous en doutez. Alors, à la manière un peu de 3000 ans d'attente dont j'avais parlé il y a quelques années, la Burton revient avec un film qui est complètement créatif visuellement. On voit qu'il s'est éclaté, mais bon, ça sonne un peu creux au niveau du scénario. Alors déjà, visuellement, ça reste quand même beaucoup moins crade, et c'est beaucoup plus aseptisé, je trouve, par rapport à l'époque, par rapport au premier film. Ce que j'ai trouvé dingue, c'est l'intrigue. L'intrigue, elle n'avance pas d'un iota. C'est qu'à 1h45 où on tourne rond. C'est-à-dire qu'on est à un point A, 1h45 après, on est toujours au point A. On revient au point A. J'ai pas compris. Bon, l'espèce de fil rouge avec Monica Bellucci, ça
pas vraiment grand sens. Là, c'est juste Tim Burton qui fait son prouveur en disant qu'il a réussi à avoir une meuf qui veut bien de lui. Bon, après, je suis un peu mauvais angle parce que la première séquence où on la voit avec Danny DeVito et en fond tragédie des Bee Gees, j'ai trouvé quand même très sympa. J'y repense d'ailleurs souvent quand j'entends la musique. Et voilà, là on voit bien qu'il s'est éclaté visuellement. Puis bien évidemment, bon, le maître absolu, William Dafoe, encore une fois, qui est dans un rôle que je trouve taillé pour lui, vraiment taillé pour lui. Ça se voit que c'est quelqu'un qui se donne à fond dans les rôles qu'on lui attribue. Ça se voit, ça se ressent. Bon, honnêtement, il y a du bon, du mauvais, mais bon, c'est pas de l'exceptionnel. J'ai pas passé un si mauvais moment que ça. J'ai passé un... Bon, c'est divertissant, quoi. Voilà. C'est pour ça, j'ai mis 2,5 sur 5. On est vraiment pile au milieu. Et puis voilà. Alors on revient sur l'univers un peu des films d'horreur, puisqu'on va parler de Longlegs, qui est sorti cette année. Autant de battage pour un film aussi conventionnel et pas si révolutionnaire que ça. Ça valait vraiment le coup, vraiment. Parce que plus on avance dans le film, plus on perd en intérêt. Alors la photographie m'avait quand même vachement titillé la rétine, hein. Je trouvais ça très intéressant, mais ça n'a pas suffi pour m'accrocher. Il y a un moment où je suis sorti du film et j'ai pas réussi à me remettre dedans. Bon, l'intrigue elle est vue et revue, hein. C'est encore un énième film de possession qui est moyen, quoi. C'est moyen. Il y a quand même un énorme problème de rythme, hein. On dirait que le film cherche à nous endormir. Alors que la première partie soit lente pour installer la situation, ok. Mais que ce soit tout le film, là il y a vraiment un problème quelque part. Nicolas Cage est certes méconnaissable, mais pas si ouf que ça, hein. Pour moi, c'est une performance d'un Jared Leto bis. Bon bah c'est pas ouf, quoi. Je veux dire, vu le marketing qui a été fait autour du film, on nous a tabassé avec ce film, eh ben, c'est... Ouais, bon, c'est moyen. Donc, pareil, 2,5 sur 5, parce que ça ne vaut pas plus, mais ça ne vaut pas moins non plus. Bon, certainement une des plus grosses attentes de certains pour l'année 2025, c'est sorti début janvier, me semble-t-il, mi-janvier peut-être, 2024. Eh ben, c'est Poor Things, pauvre créature de Yorgos Lanthimos. C'est incompréhensible que les gens ne se rendent pas compte que le film est problématique. Mais problématique de bout en bout. On dirait que le film est un moyen pour Lanthimos d'assouvir ses fantasmes, parce que je mets vraiment des très gros guillemets sur fantasmes, qui sont plus que dérangeants. Alors, le film parle de l'émancipation de la femme, mais uniquement par le prisme de la sexualité. C'est assez déroutant dans le contexte du film, puisque, pour rappel, et attention, je vous le spoil, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, le personnage qui est joué par Emma Stone, qui est Bella Baxter, est en fait une femme qui se suicide, une femme enceinte qui se suicide. Elle est repérée par un professeur qui est joué par William Dafoe, et pour la ramener à la vie, il décide de transplanter le cerveau du bébé dans le corps de Bella. Nous rendez-vous compte donc qu'on a une adulte, on a une femme avec l'apparence d'adulte, mais avec une conscience d'un bébé. Et on nous parle de l'émancipation de la femme très rapidement, par le prisme de la sexualité, alors qu'elle a... Allez, je crois que dans le film, à un moment donné, ils le disent, elle a la conscience d'une enfant de 10 ans, à peu près. Et derrière, après que le film soit sorti, tout le monde criait au génie de Lanthimos, en ne trouvant pas justement que le film est problématique, mais réveillez-vous, honnêtement, réveillez-vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir ça,
c'est que vous avez un gros problème. On a bien compris que le personnage de Bella voulait justement briser un peu ces chaînes du diktat des hommes qui ont traversé sa vie, mais le faire uniquement de cette manière-là, c'est clairement à vomir. Puis tout le sujet autour des travailleuses du sexe est tellement mal exploité. Et si vous pensez que c'est un film féminisme, honnêtement, allez bien vous faire cuire le cul, parce que honnêtement, vous ne valez pas mieux que tous les mange-merdes qu'on voit à tort et à travers dans les médias, en fait. Sur l'aspect technique, bon, bah, il y a à boire et à manger, hein, mais ça donne surtout envie de vomir, puisque, bon, bah, il y a du Jeunet, il y a du Burton, il y a du Lynch, mais à force de ressembler à tout, ça ressemble finalement à rien. Et puis bon, les fichailles, un plan sur deux, c'est horrible. Les plans avec du flou radial qui ressemble un peu à ça, comme vous le voyez, eh ben, c'est dégueulasse, il n'y a rien à garder. C'était le premier film de Lanthimos que je voyais, c'est le dernier. Ne voyez pas ce film. Ne voyez pas ce film, c'est dérangeant au possible quand on prend cet aspect-là. 0,5 sur 5, non. Remettez-vous en question si vous avez aimé ce film. Sincèrement. Bon, on va tenter de se calmer un peu. On va parler de Maxine de Ti West. Bon, bah ça reste dans la continuité de ce qu'il a fait. La médiocrité. Bon, ça clôture finalement la trilogie X et c'est de la pire des façons. X était à chier, Pearl était sympa, Maxine, bon, c'est juste nul. Le rythme est plat, on se fait chier la plupart du film. Il y a certaines scènes qui sont clairement grotesques, mais bon, ça appuie un peu plus l'espèce d'autodérision autour du film. Mais même ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a 1001 références à d'autres films pour finalement qu'il y ait un résultat final qui ne soit même pas bon. Alors Ti West a expliqué dans le vidéoclub de Combini justement les références qu'il a utilisées pour faire Maxine. Il y a un nombre de références qui est incalculable, entre guillemets, et finalement il n'arrive même pas à faire un bon film avec les références. Enfin, est-ce que vous vous rendez quand même compte du truc ? Non mais bravo à lui, hein, je respecte l'audace, hein, mais faut penser à se faire foutre quand même. Bon, j'avoue que l'esthétique des années 80, moi, m'a quand même pas mal plu, mais c'est vraiment le seul point positif du film. Ça m'avait quand même un peu hypé quand j'avais vu Pearl, parce que j'avais trouvé ça sympa, hein, mais bon, je regrette d'avoir vu. Après, bon, quand je commence les choses, j'aime bien les finir. Bref, 2 sur 5. Voilà, là c'est mid. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la partie très basse du moyen. Très 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 basse. Bon, on continue dans les films à chier. Civil War d'Alex Garland. Bon, c'est vraiment le climax du sensationnalisme. Hein. On aurait clairement pu s'en passer de ce film. C'est-à-dire que le traitement du film est absolument minable, c'est pitoyable. On est sur du survol complet, mais vraiment complet sur le sujet. Il n'y a rien d'innovant, tout est cousu de fil blanc en fait. On sait déjà dès le départ qui allait mourir, à quel moment. On connaissait déjà la fin, et ça, au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes. En plus de ça, on se fait chier. Et je pense sincèrement que c'est un film de Golemont. C'est un film de Golemont qui se pense un peu plus haut de la mêlée parce qu'il a zappé sur LCI une fois parce que c'était la pub chez Baba. La BO est insupportable. Hein. Ça veut absolument être en décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est nul. Ça aussi, c'est nul. C'est vu et revu en plus. Alors, en plus, il y a une espèce de mode qui est en train de surgir de je ne sais où dans certains films, c'est de jouer sur l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, grossièrement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va venir mettre en avant les couleurs qui composent une image. Alors pour rentrer un peu plus dans la technique, une image numérique, elle est composée de 3 couleurs. Le rouge, le vert, le bleu, c'est ce qu'on appelle le RVB. Et l'aberration chromatique, c'est-à-dire que on va venir décaler légèrement ces couches de couleurs de manière à pouvoir ressortir un peu plus
soit le bleu, soit le rouge, soit le vert. Et donc c'est une espèce de mode qui commence à se mettre en place chez certains réalisateurs, et même chez certains directeurs de photographie. Mais c'est moche en fait, c'est moche parce que ça rend l'image ultra confuse. Et dire qu'une caméra ou un appareil photo est une arme, ça n'a rien de nouveau. Je veux dire, Reporter sur frontière nous l'a fait comprendre bien avant ce film de con en fait. Bon, c'est encore moi, je me permets de refaire une incise parce que j'ai encore dit une connerie. Ce n'est pas RSF, donc Reporter sans frontières, qui a fait cette campagne, mais la Canadian Journalist for Free Expression, c'est à peu près la même chose, mais au Canada. Donc voilà, 1 sur 5, ne perdez pas votre temps avec ce film qui ne raconte quasiment rien, où on sait tout déjà d'avance. Passez à autre chose. On passe à autre chose. Vite. Très vite. Alors on continue avec Vivant, ça traite à peu près du même sujet puisqu'on est toujours dans le journalisme, cette fois-ci du côté français. Alors j'avais vu la bande-annonce quand j'ai été voir Dali, ça avait attisé un peu ma curiosité, mais bon, comme quoi les films de merde, ça s'assemble quand même pas mal ensemble. Hein. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Il doit y avoir, allez, 3-4 plans, à peu près, 3-4 plans fixes, sans aucun zoom. L'impression qu'on veut... on a l'impression qu'on veut essayer de rentrer dans une espèce d'intimité. En fait, ça marche pas du tout. De zoomer sur les personnages, non, ça ne marche pas du tout. Encore une fois, ça veut ressembler à tout, mais ça ressemble à rien. Et en plus, les personnages sont livides, on n'apprend rien sur eux, ou alors vraiment le strict minimum, puis hop, fin du film. Il n'y a aucun développement des personnages, alors que justement, je pense que le but de ces films-là, c'est d'essayer d'iconiser un maximum ces personnages. Et bien là, on n'y est pas du tout. Alors on nous sort une espèce d'intrigue amoureuse qui se transforme en triangle amoureux, et en fait non, bon, c'est bon frère. Et vraiment la fin avec la girafe, là j'ai compris vraiment que le film a décidé de se foutre de ma gueule et de ne raconter plus rien. Ne perdez pas votre temps, Vivant, c'est 1 sur 5, regardez autre chose. Vraiment, je sais pas moi, Friends, très bien. Dernière vidéo de Squeezie, très bien. Ma vidéo, parfait. Enfin voilà, regardez. N'allez pas voir Vivant, vraiment. Un des derniers films de cette année que j'ai vu, c'est Conclave. Alors je suis assez gentil avec ce film parce que il faut avouer qu'il y a quand même quelques plans qui sont assez bien construits et qui ont une esthétique qui m'ont plu. Mais le film est ultra sensationnaliste et mystérieux pour rien. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'utiliser des plot twists toutes les 2 minutes et d'appuyer sur cet aspect sensationnaliste quand on sait qu'un conclave l'est par nature ? Je ne comprends pas. En fait, ça donne l'impression que ça a été fait sciemment pour être sûr qu'on ne décroche pas du film. Sauf qu'en fait, ça provoque l'effet inverse. Alors il y a une espèce de musicalité scénaristique qui est assez désagréable, une espèce de 1-2, dialogue, vote, dialogue, vote, dialogue, vote. Et en fait, ça fait qu'enliser le film dans un certain ennui. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon, ça se termine quand, quoi. Alors le jeu de certains acteurs, bon, ça ne transmet rien. Honnêtement, ça ne transmet rien. On a l'impression qu'ils sont quasiment ailleurs pendant tout le film. Alors après, je dois avouer que le dénouement m'a eu. C'est assez inattendu, ça c'est sûr. Mais ce message qui sous-entend que l'Église catholique est de plus en plus ouverte d'esprit, de plus en plus progressiste, malgré quand même les conservateurs qui en font partie, ça me fait quand même pas mal tiquer. C'est pas forcément l'image de l'Église catholique qu'on se fait aujourd'hui. Bon, le film mérite d'être raccourci d'au moins 1 demi-heure. Il y a 1 demi-heure en trop, ça se voit, bref. Ça reste quand même pas mal, 2,5 sur 5. Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Et on continue avec La nuit se traîne de Michel Blanchard, film belge qui est sorti au mois d'août, et j'ai malheureusement raté le film en salle,
Donc j'ai attendu, je l'ai enfin vu, et honnêtement, je pense que c'est impossible de pas être de marbre face au film. Ça a coupé le souffle. On est pris dedans très rapidement. Bon, le propos du film est méga explicite, mais bon, ça retire en rien à la qualité du film. Alors, il y a quelques plans que je trouve quand même pas très beaux, hein. Ça a tendance à aller dans la surenchère technique. On a l'impression que voilà, Blanchard essaye d'en profiter pour montrer ce qu'il sait faire avec la caméra. Mais bon, ça n'a pas forcément sa place dans le film selon moi. Et comme je le disais tout à l'heure, arrêtons avec Romain Duris. C'est pas un bon acteur. Faut arrêter avec lui. Faut arrêter de lui proposer des films. Je vous en supplie. Il se contente juste de surjouer tout le temps, dans n'importe quel rôle, n'importe quel film. C'est nul, vraiment c'est nul. Bref, je ne vous dis pas grand chose parce que j'ai peur de vous gâcher le film, mais allez-y les yeux fermés, ça vaut vraiment le coup. J'ai mis 4 sur 5 à ce film et je ne regrette absolument pas de l'avoir vu. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir vu tard. Alors vous le savez, j'ai l'habitude de parler d'un seul film ou deux quand c'est le même réalisateur, mais là je vais vous parler de 7. J'ai bien dit 7 films, puisque je vais voilà, vous parler un peu de la filmographie, en tout cas une partie de la filmographie d'un réalisateur français que vous ne connaissez très certainement pas. Ce monsieur, il s'appelle Pierre Carles. Pierre Carles, c'est un des réalisateurs que j'ai découvert cette année, et c'est certainement un des plus grands pontes du film documentaire en France. Alors, pour vous donner un peu les sujets sur lesquels il travaille, à la base, Pierre Carles est un journaliste qui s'est tourné vers le cinéma à la fin des années 90, me semble-t-il, courant des années 90, début 2000, et donc lui, son sujet de prédilection, entre guillemets, c'est la connivence entre le pouvoir politique et le monde médiatique. Et justement, comment l'un influence l'autre, comment l'autre influence l'un, enfin bref, de justement mettre en perspective ces deux mondes qui sont très souvent voilà, main dans la main, et de dire, bon bah voilà, finalement, les fameux débats qu'on voit souvent à la télévision, c'est que du vent, parce qu'en fait, ils sont d'accord sur tout. C'est quand même assez jouissif hein, de voir voilà, Pierre Carles se démener, quitte à se foutre la profession à dos, ce qui est d'ailleurs arrivé avec Pas vu à la télé, qui a été censuré, il a forcé pour qu'il soit diffusé, et finalement, bon bah il s'est foutu... pas mal, il s'est grillé un peu auprès de la profession. Alors quand on connaît un peu voilà, la télévision et la politique, on prend vraiment son pied hein, et on voit certains événements sous un autre angle qui poussent vraiment à la réflexion. Alors malheureusement, ce sont des films vus par le public qui vise. Hein, très clairement les électeurs de gauche. Ça sera peu, voire quasiment pas vu par les gens que Pierre Carles attaque entre guillemets par ses films. C'est bien dommage parce que honnêtement, ça change votre regard par rapport à la politique, à la télévision, mais aussi à l'information. Foncez-y si vous êtes intéressé par ces sujets-là parce que ça vaut le coup. Alors après, à peu près dans la même fibre que Pierre Carles, qui est peut-être un peu plus accessible, il y a le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, pareil là, qui est plus axé quand même sur la télévision que sur la politique, vous allez voir, ça reste quand même dans le même domaine que Pierre Carles, mais bon, ça creuse un peu moins le sujet. Les Nouveaux Chiens de Garde, pareil, que je vous conseille d'aller voir, ça vaut quand même le coup. Après vous avoir proposé du lourd, je vous propose de la bonne merde bien fumante, Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Que dire ? Il y a quelques années, je vous avais parlé du film Orange Sanguine, je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était prometteur, mais là c'est juste affligeant.
Alors, par où commencer? Bon, bah, il y a rien de drôle déjà, hein, c'est du soufflement de nez, et encore, je suis très très indulgent sur le mot soufflement de nez, parce que bon, ça ne mérite même pas. Les références à la réalité, c'est l'équivalent d'un énorme coup de coude en disant bon, et tu l'as celle-là? Oui, c'est bon, je l'ai, ta gueule. C'est faussement irrévérencieux, c'est ultra bourgeois. Hein. Ça a donné l'occasion aux auditeurs de France Inter d'avoir allez, une demi-molle, quoi, une demi-molle en ayant vu hein, le film poil à gratter, hein, alors que non. Je parle pas des décors, de l'étalonnage, des effets de merde, parce que honnêtement, je peux en faire une thèse de 8 heures. Le pire, et vraiment le pire, c'est de nous coller le nom de certains persos, ou alors de certains lieux en taille 72 en plein milieu de l'écran, parce qu'apparemment on est trop con pour comprendre le film. C'est médiocre du début jusqu'à la fin. 1 sur 5. Pas plus. Après un film merdique en France, on va parler d'un film pas très bon en Argentine. Ça s'appelle When Evil Lurks. Bon, il y a de bonnes idées de mise en scène, mais bon, c'est assez limité parce qu'il y a un manque de budget, ça se voit. Alors, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est d'ancrer le principe de la possession dans le réel et sans intervention extérieure. Ça ajoute quand même une certaine plus-value et ça rend un peu le film un peu moins nanardesque que d'autres films du genre. Ce qui m'a marqué, que j'ai pas forcément vu dans d'autres films d'horreur, par exemple, c'est l'extrême violence envers les enfants et les animaux. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement violent envers les enfants et les animaux. Les animaux, bon, on a peut-être un peu plus habitude, mais envers les enfants, ça fout quand même certaines petites claques derrière la nuque quand on voit ça. Bon, ça c'était pour les points positifs. Le scénario est brouillon, ça va pas straight to the point, comme on dit. Ça se perd, honnêtement. Les persos, bon, font tout pour prendre toutes les mauvaises décisions. C'est mélodramatique pour rien. Les dialogues sont absolument pas naturels. Puis bon, ajouter du lore autour du concept du film, bon, c'est du cache-misère. Les règles, elles changent toutes les 2 minutes. Alors c'est dommage parce que dès les premières images du film, euh, dont le moment où on voit l'infecté, ça m'avait quand même donné un peu envie. Et finalement, bah, ça reste pas très bon, mais ça reste quand même un bon film de série B. Ça vaut 1,5 sur 5, ça vaut moins, certainement, mais ça ne vaut pas plus. Vraiment pas plus. On continue sur notre lancée de films d'horreur vraiment pas bons ou moyens, puisque on va parler de Late Night with the Devil. Pour vous planter le décor, je lance le film, je commence avec un tunnel d'environ 10 minutes, avec, vous savez, les génériques des sociétés de production. Il y en a à peu près une vingtaine. Je vous explique pas. Le tunnel, ça annonce déjà à peu près le désastre. C'est-à-dire que, bon, il y a un manque de budget qui est quand même assez significatif. Il y en a qui n'ont pas voulu se mouiller. Ça fout dans l'ambiance. Le plus gros point faible du film, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le réalisateur a décidé de faire appel à l'IA pour créer voilà, certains logos, l'habillage de l'émission. Alors on pourrait dire que c'est pas grave, hein, mais ça rend quelque chose de fade, d'impersonnel, de faux surtout, et en tant que spectateur, ça nous donne l'impression d'avoir été berné. Aujourd'hui, quand c'est pas affiché explicitement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, bon, on trouve ça un peu trompeur. À raison. Là, bon, ça se voit qu'il y a eu un manque de budget. Est-ce que c'est excusable pour autant? Je ne suis pas sûr. Je pense que, et certains l'ont fait, hein, d'ailleurs certains graphistes l'ont fait, de recréer justement ce qui avait été créé
par intelligence artificielle. Voilà, il n'y avait pas besoin non plus de payer 100 000 dollars le graphiste, pardon. Alors, pour le film en lui-même, le rythme est horrible. On se fait quand même chier très souvent. Quand j'ai vu les premières images du film circuler, bon, je m'attendais à quelque chose d'assez innovant. Et en fait, tout le film repose sur les codes du cinéma d'horreur qu'on voit partout. Il n'y a rien vraiment de vraiment singulier qu'on ne voit pas ailleurs. Non, c'est quand même des clichés qu'on voit partout. Encore une fois, bon des screamers, des jumpscares, machin. J'ai plus les mots. Et les scènes de passage entre la couleur, le noir et blanc pour dire direct, pas en direct, machin. C'est pas original, hein. Y avait tellement mieux à faire. Il y avait d'autres idées de mise en scène à faire qui étaient beaucoup plus discrètes et mieux amenées. Les effets spéciaux sont kitsch à la mort, c'est atroce. Et même si je sais que c'est fait exprès de la manière à nous faire comprendre qu'on est bien en 1977, il y avait mieux à faire. Il y avait clairement mieux à faire. Alors l'esthétique est assez bonne, mais bon, ça suffit pas. Ça reste quand même une curiosité, ce film. Ça reste quand même une curiosité. Je le conseille pas, mais bon, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. J'ai mis 2 sur 5 parce que bon voilà, c'était pas non plus très intéressant. Si vous avez envie de le voir, voilà, détour d'une soirée où vous savez pas quoi regarder, allez-y, mais bon, moi je vous garantis rien, hein. Pas rien. Ne venez pas me chercher des noises, hein. C'est certainement mon coup de cœur de cette année, Hundred of Beavers, qui est un film extraordinaire. Ça regorge d'idées de mise en scène, mais à foison. À aucun moment on s'ennuie, ça y va crescendo. Alors, c'est un film qui est un film muet, en noir et blanc, et qui est sorti en 2024. C'est osé, c'est osé comme proposition de faire un film muet en 2024. On retrouve des mécaniques qui sont propres aux jeux vidéo, hein, pour tous les gamers de l'assemblée. C'est d'ailleurs qu'on a le personnage principal qui va voir un marchand, et donc il doit ramener tant de... Je crois que tant de castors morts pour pouvoir avoir un objet, et ça y va pareil crescendo. Je sais plus, par exemple, il lui faut 3 castors pour avoir un fusil, il lui faut un castor à lapin pour avoir un piège à loup, par exemple. Donc cette mécanique, j'ai trouvé ça très original. Alors il y a quand même voilà, un humour cartoonesque, burlesque, c'est des gars qui sont complètement cons, mais qui font rire, je pense, n'importe qui. C'est clairement un hommage aux comédies de Keaton ou encore de Charlie Chaplin. Alors visuellement, c'est fou. C'est fou de pouvoir faire ce film quand on sait qu'il y a très peu de budget. Le budget du film, il est de 150 000 dollars. Tout a été fait, entre guillemets, avec de la débrouille, très peu de moyens. Alors, 150 000 dollars, c'est clair que pour nous, ça paraît énorme. Mais pour le cinéma, c'est très peu. En plus de ça, il y a 1500 effets visuels qui ont été réalisés avec After Effects. After Effects, il y a, on va dire, une infime partie d'Hollywood, enfin du cinéma, qui travaille avec After Effects. La plupart travaillent avec d'autres logiciels. After Effects, entre guillemets, c'est un peu trop amateur, entre guillemets, pour faire du cinéma avec. Et là, ça ne se voit même pas. Alors je sais pas si on se rend compte qu'un film muet, en noir et blanc, avec des mecs déguisés en animaux, c'est largement au-dessus de certains films qui sont sortis aujourd'hui. Vraiment. Mais surtout de savoir tenir son concept de bout en bout sans jamais faiblir, ça c'est assez dingue. Alors même si voilà, le film muet en noir et blanc peut en rebuter, allez-y parce que vous le regretterez pas. Vraiment, c'est une des meilleures découvertes que j'ai faites depuis ces 5 dernières années. Très honnêtement. 5 sur 5, vous vous en doutez. C'est des films qui sont incroyables. Un film incroyable. Et pour finir ce récap des films de 2024,
pareil, je ne vais pas parler d'un film, mais de 2 films de la même réalisatrice, et vous vous en doutez, je vais vous parler de Coralie Farja, mais surtout de Revenge et de The Substance. On va commencer avec Revenge. Alors Revenge, c'est son premier long métrage, ça reste un bon film, mais il est quand même truffé de défauts. Alors le fait que Mathilda Lutz, qui est le personnage principal du film, soit filmée comme une espèce de femme objet, entre guillemets, j'ai pas trop apprécié. Même si par la suite, bon, ça devient un personnage qui est quand même vachement iconisé. J'ai pas réussi à me sortir cette idée de la tête, en fait. Alors, le message est assez subtil, c'est maîtrisé, de manière à ce que le spectateur puisse se faire une idée sans que ce soit trop ostensible, et de manière à pas non plus nous coller la morale directement sous le nez. Alors c'est assez rare par contre de nous montrer précisément la banalisation des violences sexuelles et sexistes par la jante masculine. Là on a vraiment cette image, on a vraiment ce genre de sujet qui est abordé d'une manière que je n'avais pas vu ailleurs. Par contre la direction que prend le rôle de Stan me plaît absolument pas. On passe d'un prédateur sexuel effrayant à une espèce de sidekick rigolo empoté qui contrecarre malgré lui les plans de l'antagoniste. Ça frise le cartoonesque et ça me dérange un peu. Alors on retrouve quand même une bonne gestion du suspense. La séquence de la voiture ou même du couloir sont ultra atlantes. On est vraiment tenu en haleine. Vraiment. Le plus gros défaut reste quand même la colorimétrie et l'étalonnage. Alors c'est un choix artistique qui est assez osé, mais là l'image est tellement saturée, c'est vraiment l'équivalent de nous jeter une poignée de sable dans les yeux, c'est criard, c'est moche, ça frise vraiment le nanardesque aussi. Alors après avoir vu Revenge, je partais avec une attente qui était quand même beaucoup plus modérée pour The Substance, et ça reste un film de dingue. Ça reste un film de dingue malgré des imperfections qui m'ont pas trop plu. Bon, déjà le nombre de culs dans le film, c'est lourd. C'est lourd. Je sais que c'est limite devenu une marque de fabrique pour Farja, mais là, il y a d'autres moyens d'avouer un fétichisme. Alors, le même problème qu'avec Maxine de Ty West dont j'ai parlé tout à l'heure, dans une moindre mesure tout de même, c'est bien gentil de nous faire des références à d'autres films, à tout un tas de films, mais là encore, je veux dire, il y a des moyens beaucoup plus subtils de le faire. Je trouve la photographie beaucoup trop lisse, beaucoup trop aseptisée, et ça frôle une espèce de pureté, et c'est dommage qu'on n'ait pas un film avec une photographie vraiment crade, un peu à la manière par exemple les films de Peter Jackson, les premiers films de Peter Jackson, ou encore un peu comme la photographie de Massacre à la tronçonneuse, le premier. Bon, là pour l'époque c'était plus une question de moyens techniques que vraiment un choix esthétique. Mais ça rajouterait quand même un peu un cachet, je trouve. Bon, les fameuses scènes gore. Je dis bien gore. Vous avez pas l'impression d'être un peu des maxeurs par hasard, parce que c'est pas si gore que ça, hein. C'est pas si horrible que ça, hein. Bon, mis à part ça, c'est vraiment ma cam, hein. Revenge était quand même prometteur, mais The Substance, c'est clairement le film de la confirmation pour Farja. Les thèmes abordés sont quasiment similaires, hein, comme la boucle d'oreille, vous aurez vu. Elle arrive encore une fois à modeler des personnages féminins qui sont forts. En ayant connaissance que Farja privilégie quand même les effets pratiques aux effets spéciaux. J'ai vu le making-of là il y a quelques jours parce que Mubi l'a mis en ligne. Je
vous invite à aller le voir. Coralie Farja, elle s'est vraiment impliquée dans le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à même tourner certains plans, les gros plans, les focus, où c'est elle-même qui se fait injecter la substance quand même. Donc il faut quand même se rendre compte de l'implication sur les effets pratiques, non pas les effets spéciaux, mais les effets pratiques, qui ont été réalisés quand même. Ouais, non, c'était vraiment kiffant à regarder, hein, je trouve. Et même le travail sur le son, c'est dantesque. Ça rend le film encore plus fou. Et pour vous dire, j'avais pas entendu ça depuis Titan de Ducournau. Honnêtement, j'ai très hâte de voir la suite des projets de Farja. Ouais, j'ai très très hâte et The Substance va pouvoir lui ouvrir quand même pas mal de portes. Revenge 2,5, The Substance 4 sur 5, j'ai pas les mots. Bon ben voilà, on a fait le tour sur cette année 2024, enfin pas tout à fait. J'ai encore quelques films à vous parler très rapidement. Je vous conseille je dirais une petite dizaine de films qui sont vraiment très bons. On commence avec Les Beaux Gosses, Vermine, Caché de Heineke, The Virgin Suicide de Sofia Coppola, Nous les Leroy de Florent Bernard, L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint, Hot Shot, Trainspotting, Miséricorde de Giraudy, Top Secret, Problemista, Dahomey d'Alice Diop, Rosalie, et enfin État Limite. Voilà, l'année 2024 a été très bonne niveau cinéma, je trouve, notamment du côté français, mais aussi ailleurs. Alors, à quoi s'attendre pour cette année 2025 ? Alors là, ce qui va sortir prochainement et que j'attends entre guillemets, c'est Mickey 17 de Bong Joon-ho, depuis Parasite, donc ça j'attends pas mal. Il y a le prochain du Ducournau qui devrait peut-être sortir en 2025. Là pour le moment le film s'appelle Alpha, tourné au Havre d'ailleurs, Cocorico. Donc ça j'attends vraiment pas mal, et puis ensuite je verrai au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de gros films que j'attends, mis à part ces deux-là, entre guillemets. J'ai pas vraiment d'attente particulière. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre, évidemment, sur Letterboxd. C'est là-dessus où j'enregistre tous mes visionnages de films, absolument tous. Ça vous permet de pouvoir découvrir des films que vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder, de sortir un peu des sentiers battus, et aussi de vous partager les films que vous voyez. De toute façon, c'est Paul MP4 comme partout ailleurs. Twitter, enfin X, Twitter, Instagram, Letterboxd, voilà. Vous avez les liens. Alors j'en profite pour faire une petite auto-promo. Cette année, ça a été surtout l'année où je me suis enfin lancé en freelance en tant que graphiste. L'entreprise s'appelle Farb Design. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le Insta, Twitter, sur mon site internet d'ailleurs, qui s'affiche là. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On aura l'occasion d'en parler si vous avez un projet, sachant que j'accompagne vraiment du début jusqu'à la fin. Peu importe les projets, vous venez m'en parler, on en discute et on essaye de mettre ça en place. Voilà. J'ai rempli ma mission pour cette vidéo annuelle que vous attendiez. Je retourne hiberner pendant un an, et on se retrouve très certainement l'année prochaine. Salut. Allez, ça dégage.